Salut mes vies, j'espère que vous allez bien, c'est Marina, bienvenue dans Bavardage Incessant. Si vous êtes un ou une adepte du podcast, vous le savez déjà, mais si ce n'est pas le cas, je vais me présenter. Moi c'est Marina, j'ai 23 ans, je suis actuellement en dernière année de master en psychologie clinique et j'ai créé Bavardage Incessant dans l'idée d'avoir des conversations parce que je suis une vraie pipelette et le commentaire Bavardage Incessant était tout le temps dans mes bulletins. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'avoir des conversations sur la santé mentale, des échanges profonds avec des personnes passionnées. Je le dis tout le temps, je suis passionnée par les gens passionnés. Justement, j'aime apprendre à connaître plein de gens et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un que je n'avais jamais vu avant. Donc ça, c'est une grande première parce que j'ai l'habitude de recevoir des amis. Je suis passionnée des relations humaines et plus particulièrement de l'approche systémique en psychologie, donc vraiment le fait de prendre un sujet dans sa globalité, dans son système. Et cette approche, elle permet de traiter les problèmes dans leur ensemble, dans leur contexte, dans analyser les différentes interactions entre les éléments de ce système. J'aime beaucoup ce proverbe africain Ubuntu qui dit « Je suis parce que nous sommes, la communauté nous façonne. Pourtant, là où elle peut guérir, elle peut également blesser. » C'est exactement ce dont on va parler avec l'invité du jour, que je vais vous présenter dans quelques secondes, Jonathan Kiakuba. Mais avant de te présenter, j'aimerais te poser une question. Comment tu vas? Ça va très bien, je suis très content d'être là. Après moult rebondissements, nous Ouais, voilà enfin ensemble, face à vraiment. face. Les backstage. Ok. Est-ce que tu peux te présenter du coup? Alors moi, je m'appelle Jonathan Kiakuba, je suis thérapeute spécialisé dans la psychologie humaine, Ok. le relationnel, que ce soit couple, familial, et la guérison des blessures. Ok. Donc j'ai ouvert un cabinet qui s'appelle Ah c'était les autres, c'est toi. Mhm. Je traite de tous ces sujets-là. Et je suis maintenant dans la cour des auteurs, parce que j'ai écrit mon livre, Harmonie, Tout à la fait. cicatrisation des blessures. Petit focus à la caméra. Justement, en parlant d'harmonie, la cicatrisation des blessures, ça a été quoi l'impulsion pour écrire ce livre? Je pense que c'est un peu un chemin de vie. Mhm. Je suis arrivé à la croisée des chemins où mon art dans la thérapie commence à arriver à son apogée Mhm. et j'ai eu ce besoin de mettre ça sur papier. Mhm. J'avais marqué, comme tout le monde, Goal Life, écrire un livre. De Je ouf. pensais faire ça à 40 ans, 50 ans et en fait, ça m'a pris à ce moment-là, je devais le faire et j'ai écouté l'appel et j'ai écrit. Ok. Ça t'a pris combien de temps le processus d'écriture? Alors quand je le dis, les gens, ils ont du mal à me croire. C'est très étonnant, mais ça m'a pris 40 jours. Je comprends qu'ils aient du mal à se croire. 40 jours entre le moment, genre la première fois où t'as écrit la première phrase et le moment où le livre était fini. En gros, pour faire un petit peu le synopsis de l'écriture, j'étais Ouais. en séance de thérapie avec quelqu'un Ok. et elle me posait la question, guérir les blessures, c'est bien, mais comment les cicatriser? Hmm. Je lui ai dit, bah, attends, je vais bosser chez moi pour te créer un plan parfait pour que tu comprennes comment les cicatriser. Je vais réfléchir à ça. Je suis rentré chez moi et j'ai créé une méthode que j'ai évoquée dans le livre. Et je me suis dit, mais attends, en fait, cette méthode-là, elle est bien, mais il faut que je l'approfondisse, il faut que je la développe. Donc, il faut absolument que j'écrive quelque chose là-dessus. Hmm. Donc, c'est parti de ça. Et donc, le premier jour, c'était exactement le 13 juillet 2024. Hmm. Et j'ai commencé à écrire, 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 écrire. Et j'ai terminé le 22 août 2024 à écrire le livre entièrement. Après, donc, il y a eu les corrections et tout. Mais en Ouais. fait, l'écriture de la première ligne à la dernière s'est fait en 40 jours. Et la chance ou la malchance, c'est qu'en fait, j'avais une petite fille Hmm. qui dormait pas, qui faisait pas ses nuits, qui venait de naître. Et du coup, elle m'empêchait de dormir. Donc, j'écrivais le matin, le soir, la nuit. Ok, ouais. Et c'est pour ça que j'ai suivi le rythme de 40 jours. Purée. En plus, c'est symbolique. Enfin, Exactement ce que je dis tout le temps. C'est un peu symbolique, les 40 jours pour ceux qui sont hmm. croyants. C'est ça ce que j'allais Et dire. donc, vraiment, c'est pour ça que je me suis dit, c'est absolument quelque chose qui doit être écrit, qui doit être fait. Et quand j'ai fait, j'ai vu, putain, ça fait 40 jours. Hmm. Je me suis dit, c'est vraiment quelque chose de symbolique. Et à la fin, bah, j'ai pas tenu et j'ai fait un malaise même à la fin de Ah ouais? l'écriture, tellement T'étais épuisé. j'étais épuisé. Bah oui. Mais si en plus de ça, la petite a fait passer de nuit. Exactement. Tu l'as dit, t'es thérapeute. Qu'est-ce qui, toi, dans ton histoire, tu penses, t'a poussé à prendre ce chemin de vie-là? Je pense que c'est jamais anodin quand on se retrouve dans ce genre de corps de métier, que ce soit psychologue, assistant social, tout ce qui est intervenant psychosociaux. Souvent, quand tu vas regarder à l'histoire de la personne, il y a un truc dans son histoire qui fait qu'elle s'est dit à un moment, j'ai envie d'aider les gens. Toi, est-ce que tu sais d'où ça vient? Moi, je dirais qu'il y a deux versions à mon histoire. La première version, qui est celle que j'ai toujours cru, c'est que j'ai un don Mhm. qui fait que j'arrive à cerner les gens, à les comprendre, à rentrer dans leur psyché facilement. Mhm. Depuis l'enfance, j'ai toujours été quelqu'un qui analyse et qui comprend la psychologie humaine. C'est pour ça on a souvent la tendance à me demander des conseils, à venir vers moi, facilement même dans le train, dans le bus, au hasard, comme Ouais, ça. ouais. Du coup, cette sensibilité-là, je l'ai assimilée.
Donc, je me suis dit, autant faire le métier qui me correspond le mieux, c'est-à-dire faire ce que je sais faire le mieux, donner des conseils. Ça, c'est la première lecture que j'ai eue. Et la seconde, c'est comme tout métier, je pense que ça vient parler de quelque chose qu'on a vécu, qu'on a ressenti. Et je pense que quand j'étais enfant, je me sentais incompris. J'avais l'impression que j'étais pas normal, que j'étais différent. Et du coup, en voulant apprendre la psychologie des autres, finalement, je voulais en apprendre plus sur moi. Et en aidant les autres, je voulais quelque part m'aider à grandir et à guérir finalement. Et ça, c'est la seconde lecture que j'ai eue plus tard dans le temps, en arrêtant de me mentir à moi-même au final. Ouais. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que je dis souvent ça. Je suis devenue celle dont j'avais besoin quand j'étais petite. C'est exactement la phrase qui correspond. Et je pense que même chaque métier, au final, ça vient répondre à une problématique qu'on a eue enfant, quelque part. De ouf, de ouf. C'est une thématique qui revient beaucoup sur le podcast parce que je l'ai dit, je reçois plein de gens passionnés, mais du coup, on a eu des artistes, on a eu des gens qui étaient dans la politique, on a eu de tout. Et en fait, il y a toujours un truc quand tu vas regarder à l'enfance de « ouais, mais quand j'étais petite, j'aimais faire ça, puis après, bon, ça s'est perdu parce que t'es ado, et puis voilà. » Mais ça revient toujours. Moi, je le dis, bavardage incessant, mais c'était tout le temps là. Et je trouve que c'est pas anodin qu'aujourd'hui, mon rêve, c'est de faire des conférences, de parler et tout, parce que je suis en mode « ok, il faut que je reprenne le pouvoir là-dessus. On m'a dit que je parlais trop. » Ben, je vais tourner mon métier autour du fait que je parle trop. Même combat. Voilà pourquoi nous sommes là, face à face. Exactement. Alors aujourd'hui, du coup, on est quand même dans le contexte du concept que j'ai lancé qui s'appelle Family Stories. On parle des différentes dynamiques familiales. Donc on a parlé du deuil parental, on a parlé de maternité, on a parlé de sororité, de famille de cœur, de beaux-parents, de famille recomposée. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans ton livre, c'est que tu vas vraiment prendre les différentes blessures familiales qu'on a pu vivre et voir comment elles se traduisent à l'âge adulte, etc. Et aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on se focus là-dessus parce que bon, c'est un livre qui fait plus de 300 pages, il y a plein de choses à dire et on pourrait parler pendant des heures, mais malheureusement, on n'a pas des heures devant nous. Mais moi, je voulais vraiment axer le podcast sur comment vraiment les blessures familiales viennent impacter nos relations à l'âge adulte et nos relations. On pourrait parler de relations au global amicales, mais vraiment plus affectives. Moi, ma première question, c'est ce que je me suis dit en lisant le livre, parce qu'à un moment, tu parles du pardon. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens autour de moi sont en conflit avec leurs parents, avec des membres de leur famille, et c'est quelque chose qui les empêche d'avancer. Et moi, ma question, c'était comment est-ce qu'on avance quand on ne nous a pas forcément présenté des excuses ? Tu vois, dans la notion du pardon, en fait, c'est facile de pardonner quand on nous a demandé pardon. Mais comment on fait quand... Bon, on va parler des parents, clairement. Papa, c'est pas contre toi, je t'aime. Maman, c'est pas contre toi, je t'aime. On a une génération de parents, je pense, qui n'a pas forcément l'habitude de présenter ses excuses dans notre culture africaine, encore moins. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour avancer quand on se rend compte de plein de choses à l'âge adulte, de « purée, mais il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça », et on ne s'est jamais excusé. Ma mère me disait toujours une phrase, c'est « la rancœur, c'est un poison que tu donnes à toi-même et pas aux autres ». Et c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué et qui m'a beaucoup animé, parce qu'au début, je ne la comprenais pas et j'adorais, carrément même, je peux me le dire, alimenter la haine, parce que ça me faisait vivre. Sauf que tu crois vivre parce que tu ressens une émotion, mais cette émotion-là, elle te détruit petit à petit. Et quand on connaît un peu la psychologie, on sait que, par exemple, la plupart des maladies viennent d'émotions non digérées, viennent de rancœur, viennent de souffrance. Donc, déjà, dans un premier temps, c'est pas une bonne chose de garder des rancœurs et garder des difficultés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le pardon, entre guillemets, c'est un choix. On n'a pas besoin du pardon de l'autre pour nous guérir. Parce que c'est quelque chose que tu choisis, que tu ancres en toi. Je peux te donner un exemple simple. Quelqu'un te fait du mal, il peut s'excuser tous les jours. Si tu n'as pas envie de pardonner, tu ne pardonneras pas. Donc finalement, le pardon, il ne sert qu'à l'autre légitimer son action. Mais ce n'est pas ça qui va te guérir. La guérison, c'est quand tu choisis d'accepter la situation et de laisser en fait cours à ce qui s'est passé. Et moi, je trouve encore une fois que le pardon, il est nécessaire. Parce que sans le pardon, tu ne peux pas avancer. Tu restes bloqué dans un passé qui te pourrit. Et c'est l'acceptation que tu peux choisir. Si je choisis de rester avec cette personne-là, je choisis de continuer à avoir des liens, je choisis. Mais le pardon, il est nécessaire, c'est obligatoire. Donc, moi, j'invite les gens à vraiment apprendre à pardonner. Et ça, c'est un art. Là, le dire ça en une phrase, c'est compliqué. C'est vraiment un art, le pardon. Mais c'est vrai. Et en plus, comme tu disais, comme la phrase que ta maman disait, c'est vrai qu'au final, garder cette rancœur-là, c'est plus néfaste pour toi
que pour la personne elle continue à vivre sa vie. Elle dort tranquille, ça se trouve. C'est ça, sur ses deux lauriers. Et puis surtout, je pense que souvent les gens confondent pardonner et excuser le comportement. C'est pas parce que tu pardonnes quelque chose que tu dis que le comportement est OK. C'est pas que tu justifies le comportement, c'est comme tu dis, c'est pour toi, pour pouvoir avancer. Mais je pense que, j'ai eu cette discussion en plus il y a pas longtemps, il y a des gens qui, comme tu disais, ont besoin de cette haine. Tu parlais de nourrir la haine. Je parlais de quelqu'un, je disais, mais elle, sans sa colère, elle a plus d'identité. Elle se cache derrière sa colère parce que ça lui permet de se dire le monde entier est contre moi, je suis fâchée sur tout le monde, parce que c'est plus facile de se dire ça que d'avoir une autre lecture de en fait c'est beaucoup plus complexe et nuancé. Donc voilà, je pense que pardonner, ça veut pas forcément dire ce que cette personne m'a fait, c'est OK. C'est normal. C'est de là C'est qu'on ça. parle de l'acceptation. L'acceptation, c'est un autre niveau. Le pardon, c'est quelque chose qui doit être universel. Tu vas pas avancer et grandir avec ça. Et moi, j'aime bien dire aux gens qu'en fait, chaque action qui est menée contre nous est un message qui est envoyé à notre véritable nous, en fait. Ça veut dire que quand tu vas vivre une action, ça va révéler qui tu es à travers l'action. Il y en a, par exemple, qui vont être, je sais pas, trompés et qui vont se dire, bon, j'étais trompé, cette personne-là n'est pas là peut-être pour moi, je m'en vais. Il y en a qui vont être trompés et ça va leur renvoyer à leur manque de confiance, leur manque d'estime. Donc, en fait, ça ne dit que quelque chose sur toi, l'action des gens. Donc, garder quelque chose qui a juste révélé qui tu étais, c'est un petit peu contre-productif. Ouais. Donc, voilà comment je vois les choses. Ouais. Mais le détachement, c'est pas facile, mais on en reparlera dans la suite. Avant de continuer, je pense qu'on va beaucoup parler de notions transgénérationnelles pour pas perdre les gens, parce que nous, on peut partir du principe que tout le monde sait ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un schéma transgénérationnel? Pour vulgariser un petit peu, c'est transgénérationnel. Si on décompose, c'est génération et de transmission. Donc, c'est ce qu'on peut appeler la transmission de génération en génération. Que ce soit au niveau phénotype, ça veut dire au niveau de l'apparence, le physique, l'environnement, les normes, et au niveau génétique. Donc, la couleur des yeux, le sang, l'ADN, le physique, etc. Donc, vraiment, le transgénérationnel, c'est tout ce qui va être transmis par nos aïeuls, par nos ancêtres, à travers les générations. Toujours dans cette idée de poser les bases, dans ton livre, tu distingues 3 identités, l'ego, l'enfant intérieur et le moi. Est-ce que tu pourrais les définir? Ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir. Ouais. C'est que chaque être humain cohabite avec lui-même. Et malheureusement, on a tendance à penser que nos personnalités, c'est notre identité. Alors que l'ego, l'enfant intérieur et le moi ont une place très prédéfinie dans notre intérieur. L'ego, j'aime bien dire que c'est l'adulte qu'on s'est créé, c'est un petit peu le parent qu'on s'est créé parce qu'on n'a pas eu dans notre enfance. Il est là pour nous protéger. Donc il va utiliser des mécanismes de défense pour se permettre de vivre dans la société et s'armer contre ce qu'il a vécu comme de l'amour, comme de la haine, etc. Donc l'ego, c'est un petit peu ce bouclier qu'on crée pour être quelqu'un. Et ça, c'est notre identité. Et c'est souvent, comme tu as dit tout à l'heure, la personne qui va être dans la haine, elle va la nourrir et va créer son identité pour se dire, moi, je suis une personne dure, je suis une personne ferme, je suis une personne qui se laisse pas faire. Ça a été créé par l'ego. L'enfant intérieur, c'est notre essence. C'est un petit peu l'innocence qu'on a eue à la base, qui a été confrontée au monde. Et c'est toutes les caractéristiques qui sont plus innées. On va être quelqu'un de jovial, on va être quelqu'un d'introverti. C'est des caractéristiques beaucoup plus innées. Alors que le moi, c'est l'association des deux. C'est ce qui va être face au monde, ce qui va interagir avec les autres. Et entre guillemets, l'enfant intérieur et l'ego, ils murmurent à l'oreille du moi pour interagir en société. Donc ces 3 distinctions sont importantes parce qu'on cohabite ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des actions par moment et se disent, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je comprends pas. Parce qu'au final, c'est pas eux qui l'ont fait, c'est pas le moi. C'est l'ego qui a agi ou l'enfant intérieur qui a agi. Et ça, faut bien en avoir conscience. Est-ce que toi, dans la vie de tous les jours, tu es en mode ah, ça c'était mon ego, ça c'était mon moi, ça c'était mon enfant intérieur? En fait, je dirais que dans mon parcours de guérison, je suis passé par cette étape-là, où j'ai vraiment une distinction entre là c'est mon ego, là c'est mon enfant intérieur, là c'est moi. Et je dirais que maintenant, dans l'étape que j'ai acquise aujourd'hui, je dirais même cette année, 2025, sur cette fin d'année qui se termine, 2025, j'ai sorti, je suis un petit peu omniscient de ma personne en me disant qu'en fait, juste les actions qui se passent sont extérieures à moi. Donc au final, je dirais que je laisse les choses se faire. Quand c'est l'ego qui vient, c'est l'ego qui vient. Quand c'est le moi qui vient, c'est le moi qui vient. Et j'ai arrêté de faire une distinction
Tu vois, c'est comme si à la base, on sait pas ce qu'on est. Donc, on vit comme ça. À un moment donné, on arrive dans la phase où on sait ce qu'on est. Donc, on distingue l'ego, l'enfant intérieur et le moi. Et à un moment donné, on arrive dans une phase où on est juste. Ouais. Et du coup, j'ai moins ce regard sur moi. Je vis en me disant que je suis les trois. Ok. J'ai eu une discussion récemment qui m'a fait péter mon crâne où on m'a dit, dans une relation, on est soit le père, soit la mère. Déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça, avant de commencer? Moi, je dirais, même j'irais plus loin. Un homme épouse sa mère Oh. et une femme épouse son père. Freud sort de ce corps. Donc, au final, bien sûr que quelque part, on reproduit en fait, on rejoue l'histoire de nos parents. Mhm. Et ce qui est marrant, c'est que quand on épouse quelqu'un, cette personne-là rejoue aussi l'histoire de ses parents. Mhm. Ça veut dire que si tu prends tes parents à toi et les parents de ton compagnon, c'est deux histoires qui sont quasiment distinctes. Mhm. C'est comme si vous étiez deux héritiers d'une même lignée. Mhm. Et au final, c'est ce qui se passe. On répète le scénario. C'est comme un film qu'on rejoue à travers les générations. Et là, on est parfaitement dans le transgénérationnel. Ouais. C'est la répétition de schémas ancrés. Et c'est comme si toi, tu venais pour essayer de réparer ce que les autres n'ont pas réussi à réparer. Mhm. Mais toi, tu parlais de 3 notions par rapport justement à l'héritage traumatique. Tu parlais de répétition, justement, de compensation et de loyauté invisible. Déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Et en fait, comment est-ce qu'on s'en détache? Comment est-ce qu'on n'est pas tous dans un truc de « j'ai vu ça, j'ai observé ça dans mon foyer, mes parents, ils ont fait comme ça, donc je refais la même chose dans mes relations ». Moi, j'aime bien dire aux gens, et ça, c'est vraiment la chose la plus difficile que j'ai réussi à encaisser, c'est que j'aime bien dire que, entre guillemets, on est une âme. Et cette âme, elle vient dans une famille pour guérir ce qui n'a pas été guéri. C'est une mission. C'est comme si tes parents, en fait, ils viennent, ils sont là, ils vivent leur vie, ils ont des difficultés, des blessures, ils essaient de guérir leurs blessures à travers leurs partenaires, à travers ce que leurs parents leur ont donné, et à un moment donné, ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à régler ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent, entre guillemets, à Dieu, à l'univers, à qui tu veux, une aide. Et cette aide, ça se matérialise par un enfant. Cet enfant-là devient une continuité à leur processus, une prolongation d'eux-mêmes, donc ils vont avoir des attributs qui vont être propres d'eux, pour permettre aux parents de se voir à travers et encore mieux guérir. Okay. Donc, cet enfant-là, il vient encore une fois pour guérir, pour travailler, pour apporter une guérison supplémentaire à son parent et à sa lignée. Et quand il devient lui-même un adulte, c'est son rôle à lui. C'est pour ça qu'en fait, en vouloir à ses parents, c'est aller à l'encontre de la mission de l'âme, qui est venue là pour guérir quelque chose. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un truc de... On porte des fardeaux qui ne sont pas les nôtres? Exactement. Ouais. On porte des fardeaux qui ne sont pas les nôtres, mais j'ai envie de te dire que en tant qu'être humain, on n'en a pas conscience, mais en tant qu'âme, on en a conscience. Et on s'en rend pas compte, simplement parce qu'on n'a pas la connexion directe avec notre âme, qui au final vient ici pour guérir ces blessures-là. Ça, c'est une question de croyance. Il y en a d'autres que je veux dire ça va être complètement farfelu. Ouais. Ma vision de la vie et de ce qu'on nous a apporté et de ce qu'on doit venir faire ici, c'est venir, entre guillemets, guérir des lignées et qu'on s'approprie. Et quand on arrive à faire la distinction de je sors de cette dynamique-là et je vois d'un œil extérieur et que tout est un message pour guérir ça, on arrive à mieux appréhender la vie. Et c'est ça que j'explique dans mon livre. Les étapes, j'ai dû les passer aussi. Ouais, j'étais un homme très dur et très fermé dans le rapport à mon transgénérationnel. Et avec cette ouverture-là, j'ai commencé, comme j'ai dit, à faire la distinction de mon âme, mon ego, mon enfant intérieur, etc. Et maintenant, j'ai ce recul où je me sens plus dans un œil extérieur. Je vis la vie, je la prends et je dois l'analyser pour comprendre quels sont les messages. Mais ça, c'est un truc que j'entends beaucoup, notamment chez les gens qui viennent en thérapie, de « ouais, c'est pas à moi de réparer ce que j'ai pas brisé ». Tu vois, cette notion de, comme je disais, on a des fardeaux, surtout... Enfin, c'est pas un concours de victimisation de qui a l'héritage le plus traumatique du monde, mais on va pas se mentir, en tant que personne africaine, en tant que personne noire, il y a vraiment un truc de... Tu vois, tout le poids de l'histoire sur nous, le poids de ce que nos parents, ils ont fui, le poids de l'immigration, ce qu'ils ont vécu là-bas et tout. Et donc, je comprends ce que tu dis quand tu dis « ouais, ça sert à rien d'en vouloir à nos parents », mais d'un côté, je comprends aussi la frustration de déjà, en fait, j'ai pas demandé à être là. Exactement. Il y a un truc en tant qu'enfant de... Moi, c'est un truc que je disais beaucoup pendant mon adolescence quand j'étais révoltée, mais ouais, mais moi, j'ai rien demandé. Tu ne demandes pas à naître quand t'as un enfant. C'est une décision qui est très égoïste, mais je dis pas ça péjorativement parce que tout le monde sait que je veux plein d'enfants, mais très égoïste de, comme tu as dit, de personnes qui se mettent ensemble et qui disent « ok, on va faire un enfant ». Et donc, t'es là, déjà, t'as rien demandé, la vie, elle est difficile. Et en plus de ça, tu dois te taper le taf de génération, de génération, de génération, de génération. Donc, je peux comprendre que ce soit frustrant. Bon, après, gloire à Dieu, on a envie.
Mais justement, pour en revenir, comment du coup, tu te détaches de ça et comment t'es pas dans un extrême, tu vois, parce qu'il y a l'extrême de je refais exactement ce que mes parents ont fait, Mhm. et il y a l'autre extrême que j'ai beaucoup entendu et que j'ai dit aussi de ah moi par contre je vais pas du tout faire comme mes parents. Moi je vais faire l'opposé. Ce qu'ils ont fait, ah ils ont fait ça, moi je vais pas faire ça avec mes enfants. Ah quand j'aurai des enfants je ferai pas ça et tout. Comment est-ce que tu trouves ce juste milieu-là? Déjà, j'ai envie de dire combien ont réussi à éviter leur héritage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent je ne veux pas reproduire. Mmh, Mais la plupart du temps, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on reproduit d'une autre façon. ouais. Et on pense qu'on a fait Mmh, différemment. Et j'ai envie de te dire que c'est un schéma qui est répétitif. ouais. On n'a pas choisi. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est la responsabilité des adultes de se guérir. Et si nos parents ne sont pas capables de le faire, on doit le faire pas pour eux, pour nous. Mmh, Parce que, au pire, on s'en fout des ancêtres, si on a envie de se dire ça. Mais il y a les générations d'après. mmh, Et même si on ne veut pas porter le fardeau des autres, quand on va avoir un enfant, parce que moi, en fait, c'est ça qui m'a fait changer. C'est quand j'ai eu des enfants. J'en ai mmh. 4, moi, les enfants. Ah ouais. C'est-à-dire que du coup, j'étais vraiment dans ce côté rebelle. Moi, je ferais pas ci, je ferais pas ça. Et quand tu vois tes enfants naître, et que tu es quelqu'un comme moi qui est rodé sur la psychologie, et que tu vois qu'il y a des choses qui te dépassent, tu n'arrives pas à aller à l'encontre de ce qu'on t'a transmis. Mmh, Et là, je me dis, mais du coup, mon fils, ma fille, quand ils auront envie de me dire, ben, moi, j'ai pas porté ton fardeau. Et je pourrais pas leur dire, ben, moi, je dois porter le fardeau des autres, donc ouais. porte le mien. Non. Et c'est là qu'en fait, on comprend qu'en fait, le fardeau se donne, se donne. Si je veux pas porter le fardeau, soit je me guéris entièrement, Mmh, soit je fais pas d'enfant. Mais si tu as la fibre de faire un enfant, comment tu fais? ouais. Donc, tu te sens obligé de travailler sur ta guérison et de faire en sorte que ton enfant, lui aussi, comprend ce chemin-là. Tu dois être un exemple là-dessus. Et j'ai envie de te dire aussi que ce qu'on comprend pas, nous, notre génération à nous, Mmh, d'enfants d'immigrés, d'enfants d'Africains qui ont souffert, c'est que c'est grâce à nos parents qu'on est des rebelles. Ils ont pas eu la possibilité d'être des rebelles. mmh, Eux, en venant ici, en ayant cette capacité à venir en Europe, ils nous ont permis de toucher une nouvelle culture, qui nous permet une émancipation culturelle, une émancipation psychologique qui fait qu'aujourd'hui, on est des rebelles. Et cette rébellion-là, on, on critique nos parents sur leurs actions, mais c'est grâce à leur choix qu'on est là. mmh. Et au final, c'est grâce au choix de leurs parents à eux qu'ils ont réussi à eux prendre le choix de se rebeller et de venir en Europe. Tu vois, en fait, si tu prends Ouais. à chaque fois, tu vois qu'en fait, il y a un aïeul qui a fait un choix qui fait qu'on en est là. Mmh. Et nos enfants, ils vont avoir un meilleur choix au final. De Mais ils nous ouf. critiqueront aussi. Bien sûr. Ah, mais ça, c'est sûr. Tu peux faire ce que tu veux. Nous-mêmes, on peut dire, ouais, on est psy, on est machin, Mhm. méthode Montessori, tout ce que tu veux. Ils auront. En fait, tes enfants auront toujours quelque chose à te reprocher. Parce que Et c'est une question de seuil. Ouais. Souvent, je prends l'exemple d'une fille qui est au Texas, dans un ranch, avec des chevaux. Quand elle n'a pas son cheval à Noël, parce que son père, il a oublié de lui acheter, elle est au fond du trou, elle est mal, elle est triste. Ouais. Parce que c'est son seuil à elle. Ouais, Son ouais. seuil à elle, c'est j'ai pas mon cheval, je suis triste. Mmh. Nous, notre seuil à nous, c'est ce qu'on a vécu. Mmh. Donc, on a envie de critiquer ce qu'on a vécu. Et j'ai une phrase qui dit tout le temps, tous les parents sont incompétents et tous les enfants sont ingrats. Mmh. Ça se répétera tout le temps. Les enfants trouveront toujours leurs parents incompétents et les parents trouveront toujours leurs enfants ingrats. Parce que par rapport à eux, ils auront mieux fait. Ouais. Sauf que l'enfant, lui, il s'en fout. Il n'a pas connu la vie du parent. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça qu'il est ingrat. Mais c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à, ils nous ont permis d'être des rebelles. Parce qu'encore une fois, j'ai eu cette discussion il n'y a pas longtemps où je disais, en fait, je comprends qu'on en veuille à nos parents et parfois ça fait du bien de leur en vouloir, surtout pendant la période de l'adolescence et tout. Mhm. Voilà, c'est cool d'avoir sa période de révolte. Mais j'ai dit à ma meilleure pote, en fait, parce qu'elle me disait, oui, mais comment ça se fait qu'ils ne travaillent pas là-dessus, ils ne travaillent pas là-dessus, ils ne travaillent pas là-dessus. Je disais, mais en fait, ils ne savaient pas. Non seulement ils ne savaient pas, et en fait, c'était une question de survie. J'ai dit, il y a un moment, c'était une question de place à la survie. Donc, tu vas pas commencer à être là alors que tu es en train de fuir la guerre, à te dire, oui, alors il faudrait peut-être que je commence à travailler sur mes schémas transgénérationnels, il faudrait peut-être que je fasse une thérapie. Enfin, le mot thérapie, je suis pas sûre que mes parents, ils le connaissaient avant d'arriver ici. C'est anti-conditionnement à eux. Ouais, On va dire que nous, dans notre génération, c'est plus, il faut aller donner sa thérapie, c'est Dieu, ouais, c'est l'Église, c'est ça, et ça s'arrête là. c'est ça. Et aujourd'hui, nous, notre thérapie, ça peut être aussi Dieu, l'Église, peu importe ta croyance. Mm, Mais on a ajouté à ça un aspect psychologique. c'est ça. Et nos enfants, ils vont peut-être aller encore plus loin dans ce cheminement. Mm, Et c'est grâce à l'incompétence de nos parents qu'on a cette rébellion-là. Il faut la louer, entre guillemets. ouais. On a besoin de ça. Mhm. Oui, et comme tu disais,
de génération en génération, ça fera que s'améliorer. Et pareil, nos enfants, ils diront, ouais, mais pourquoi mes parents, ils n'ont pas fait ça? Enfin, Voilà, ils nous critiqueront sur nos choix et c'est sûr. c'est le cycle de la vie, j'ai envie de te dire. C'est vrai. Tu as coaché du coup des milliers de personnes dans toute la francophonie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que tu as remarqué, je suis sûre que oui, des choses qui reviennent souvent? Est-ce que au fil de tes coachings, tu t'es dit, purée, mais cette question-là, elle revient tout le temps chez les gens. Les gens viennent tout le temps consulter pour un truc spécifique. Euh, et si je peux prendre une question que j'ai souvent, Mm. c'est est-ce qu'on guérit un jour? Mm. Est-ce qu'il y a une finalité? Est-ce qu'à à la fin, je vais pouvoir être guéri? Et la phrase que je dis toujours aux gens, c'est oui et non. T'es guéri quand tu choisis d'être guéri. Et quand je dis ça, les gens sont choqués. Comment ça? Mm. Parce que je vais te donner un exemple. Là, on va dire que tu prends un travail. Dans ce travail-là, on va dire, je sais pas, tu gagnes 1000 euros. À un moment donné, il y a un poste qui se libère. Tu peux gagner 1200. Tu vas y aller, tu vas le prendre 1200. Il y a un autre poste qui se libère, 1400. Après 1600, 1800. En fait, tu vas jamais te dire, stop. Si tu as la possibilité d'aller plus haut, même si ça va monter à 100 000, 10 000, 1 million, tu vas y aller tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que l'être humain, il est dans une constante évolution. Mm. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité du cerveau qui fait qu'on a toujours besoin de performer, d'évoluer, de changement. Et à la fois, on est accroché aux routines, mais à la fois, on est accroché à l'évolution. Donc, la guérison, c'est la même chose. Quand tu guéris, tu oublies que tu as guéri. Ta situation, elle est comme ça. Mm. Et tu te cherches un nouvel objectif de guérison. Donc, la guérison, elle n'a pas de finalité. Elle n'est que quand tu arrives à te dire, j'aime la situation dans laquelle je suis, je l'accepte. Si je peux progresser là-dedans, je le prends, mais j'aime être dans cette position. Et moi, je dis toujours qu'il y a 3, voire 5 éléments clés de la guérison. C'est la gratitude, être en gratitude avec ce que l'on a. C'est l'alignement, être aligné avec la mission de vie qu'on a, l'avancée de nos projets, etc. Mm. C'est le détachement, réussir à se détacher du résultat. Et j'irai encore plus loin avec l'acceptation de la situation Mm. et l'éveil de conscience sur qui on est, sur ce qu'on doit faire, la mission que, entre guillemets, on nous a imposé à être sur Terre. Mm. Et quand tu arrives dans ce cheminement-là de ces 5 principes, là, tu peux arriver dans la guérison. Mais tu peux être guéri même en étant à la rue. Ouais. Ou tu peux ne jamais être guéri en étant riche, avoir une famille Mm. aimante, en bonne santé. Ouais. Mais moi, je trouve que le plus dur dans ça, c'est le détachement. Comme je disais, enfin, ça, c'est subjectif, mais comme je disais tantôt, ce truc-là de se dire, OK, j'ai mon histoire et comment je m'y accroche pas et comment j'en fais pas toute ma personnalité, tu vois. C'est des trucs que je pense que tu as entendu aussi plein de fois. Ouais, moi, mon père, il m'a fait ça, du coup, je déteste les hommes. Moi, mon père, il m'a fait ça, donc j'ai tel problème avec les hommes. Moi, encore quelqu'un qui me disait il y a pas longtemps, je viens de me faire tromper, ma maman s'est fait tromper, ma grand-mère s'est fait tromper, mon arrière-grand-mère s'est fait tromper. Ok, comment est-ce que tu arrives à ne pas en faire toute ta personnalité, tu vois? Et parfois, c'est très inconscient. Là, cette personne-là a eu le recul de se dire, ok, je remarque qu'il y a un schéma, mais parfois, les gens ne le remarquent même pas. Tu vois, même en thérapie, je suis sûre que tu l'as déjà entendu, des gens qui te disent quelque chose, ils te racontent leur histoire. Toi, tu vois clairement le lien. T'es en mode, bah attends, mais ça me paraît évident. Et eux, tu vois, ils ont tous les éléments, mais ils font pas le lien entre les éléments. Et moi, je trouve que, ouais, comment est-ce que tu arrives à te dire, ok, ça m'est arrivé, mais Je reprends une phrase de Lise Bourbeau dans le livre L'acceptation, qui disait « Le problème n'est jamais le problème ». On a tendance à penser que quand on vit quelque chose, le problème, c'est ce qui est en surface. Je me suis fait tromper, ma mère s'est fait tromper, je connais en plus ma cousine qui s'est fait tromper, ma pote qui s'est fait tromper. C'est un problème, les hommes sont un problème. Et c'est là qu'on se trompe. Le problème n'est jamais le problème. Premièrement, le problème est un message. Deuxièmement, le message crée ton environnement. Et troisièmement, tu dois comprendre quel est ce message pour guérir. Je te donne un exemple simple. Quand tu as été trompé, ton schéma, il va s'orienter vers les gens qui vont être trompés, parce que tu es le fruit de ton environnement. Donc, tu vas voir des amis qui ont été trompés, parce qu'ils vont avoir le même code que toi. Tu vas être validé avec ce qu'on appelle le biais de confirmation. Tous les éléments qui vont être dans la... Tu vas aller sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu vas voir, tiens, tromperie, ben voilà, je suis sûr, les mecs, c'est des chiens. Mais quand tu vas voir qu'il y a quelque chose de positif, tu vas pas regarder. Donc, moi, pour sortir de ça, il y a le concept que j'aime bien en psychologie, qu'on appelle l'illusion du soi, qui nous fait croire qu'au final, on est nos émotions.
On est nos caractéristiques, on est nos tempéraments. Et que tout ça, c'est immuable. Mais la vérité, c'est que ça, c'est une construction mentale qu'on a créée. Notre moi a été construit par rapport à ce qu'on croit de nous. Et c'est quand tu changes la perception de toi que tu peux devenir qui tu veux. Et quand tu es dans un schéma de tromperie, on dit toujours en thérapie, comprendre quel est notre schéma, c'est faire 50% du travail de guérison. Donc il faut comprendre qu'est-ce qui nous est envoyé. Et là, si je te prends l'exemple d'une femme qui est trompée, ce qu'on va lui envoyer, c'est quoi? C'est qu'elle a un schéma de tromperie dans sa famille, et c'est souvent basé à cause d'un manque d'estime, souvent basé à cause du fait qu'elle veut inconsciemment prouver à sa mère qu'elle peut prendre un homme comme son père et faire mieux qu'elle. Et ça, souvent, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on a cette tendance à vouloir montrer à nos parents qu'on est différent d'eux. Et à force de ne vouloir pas être comme notre parent, on finit par l'incarner. Parce que notre cerveau, il comprend pas la négation. Quand tu dis, par exemple, je ne veux pas perdre mes clés, lui, dans son esprit, il comprend que perdre les clés. Du coup, il va tout faire pour changer ses habitudes qui faisaient qu'avant, il perdait pas ses clés. Donc, il va dire, là, il faut changer. Si elle pense à perdre les clés, c'est-à-dire que je suis en train de faire quelque chose qui va pas. Donc, du coup, je veux absolument faire en sorte de ne pas perdre mes clés. Je vais changer mon habitude. Donc là, je vais les mettre à un endroit qui sont pas habituels. Et là, je vais les perdre. Ouais. Et donc, du coup, quand tu es dans cette position-là de je ne veux pas être comme mon parent. Du coup, pas être comme mon parent. Il faut qu'il fasse tout pour être différent. Et du coup, il crée une association qui fait qu'on l'incarne nos parents. Sauf qu'on l'incarne d'une façon différente. Et on ne se rend pas compte qu'on est devenu notre mère, on est devenu notre père. Et on suit leur chemin. C'est vrai. Est-ce que toi, c'est un truc que tu appliques, sans rentrer dans les détails de ta vie privée et tout, mais tu l'as dit, tu as 4 enfants, tu es avec ta compagne depuis 10 ans et tout. Est-ce que toi, c'est un truc que, genre, dans la vie de tous les jours, tu l'appliques, tu dis, OK, tu vois, est-ce que tu t'auto-analyses? Ça, je dirais même que c'est un problème. Ouais. Je suis dans trop l'analyse, j'analyse tout le temps. Je m'analyse tout le temps, j'analyse la vie tout le temps, j'analyse mes relations tout le temps. Et c'est un enfer. Ouais. Parce que déjà, à un moment donné, surtout quand t'es parent, moi, ce que je fais à mes enfants, j'en ai 100% conscience. On va dire, à part l'inconscient, mais c'est-à-dire que je sais ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je contrôle même pas ce que je fais et je m'en veux rapidement. C'est-à-dire cette suranalyse-là, elle est infernale. Donc moi, j'arrête pas d'être dans l'analyse, j'arrête pas de vivre cette introspection avec moi-même. Donc c'est quelque chose qui est très difficile pour moi à gérer au quotidien. Mais comme je te dis, je suis vraiment dans l'apprentissage du détachement et la sortie de l'illusion du soi, de croire que je suis l'entité que je me suis créée. Et c'est comme ça que tu arrives à mieux appréhender la vie. Pourquoi dans ton livre, tu voulais parler de cicatrisation et pas seulement de guérison? Parce que quand tu guéris, tu peux facilement réouvrir les blessures, les plaies. Et cicatriser, c'est vraiment mettre un point final à la chose, mais ne pas l'oublier, parce que tu gardes une marque. Et j'aime me dire que c'est des cicatrices que naissent les plus belles histoires. C'est comme un concept japonais qu'on appelle le kintsugi, qui fait qu'on prend des objets cassés et qu'on les reconstitue avec des fils d'or. Et ça fait du coup des œuvres d'art. C'est un petit peu ça notre histoire. Si on prend la blessure comme un fardeau, ça devient une plaie qui est disgracieuse. Mais si on en fait un fil d'or, ça devient du coup, ça nous sublime. C'est grâce à ça qu'on devient qui on est. Et j'aime me dire que ce que j'ai vécu dans mon enfance, c'est ce qui a forgé ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est ce qui me permet d'être aussi sage. Parce que comme tu as pu le lire, j'ai vécu beaucoup de choses. Maltraitance, harcèlement, difficultés relationnelles, beaucoup de choses. Donc ça a été très difficile pour moi d'en faire un cheval de bataille. J'ai beaucoup été quelqu'un en colère. Et j'en ai marre que ma colère me définisse. À quel moment tu t'es dit, j'en ai marre d'être en colère? C'est au moment où la phrase de ma mère, elle a fait sens. C'est le moment où je me suis dit, en fait, ça m'apporte rien. Je fais que nourrir quelque chose qui me consume et qui ne me fait pas grandir. Et c'est mes enfants qui m'ont fait changer. J'ai toujours été quelqu'un de calme, stoïque. On a du mal à m'énerver, à me mettre en colère. Et quand j'ai eu des enfants, j'ai commencé à me voir dans des phases de colère. Et je me suis rendu compte que j'ai quelque chose que j'enfuyais en fait depuis trop longtemps. Et ça m'a permis de me réconcilier avec beaucoup de gens. J'ai eu un père qui était vraiment dur. Et j'ai commencé à le comprendre quand j'ai eu des enfants. Du coup, je me suis rapproché de lui. Et aujourd'hui, la relation avec mon père, j'ai un père vraiment, pour moi, c'est exceptionnel, la relation que j'ai avec lui. On est vraiment complices et
Je pensais vraiment pas que c'était possible. Et ma mère, c'était un travail encore plus difficile parce que ma mère, elle représente la femme, elle représente celle qui est censée t'aimer inconditionnellement. Donc, il a fallu que j'apprenne à comprendre pourquoi je n'avais pas eu l'amour que j'espérais. Et là, c'est aussi un travail qui est encore en cours, que j'essaie d'appliquer à ma vie. Et la colère, elle est dissipée quand j'ai commencé à comprendre que eux, ils avaient aussi le fardeau de leurs parents. Et c'est pour ça qu'ils me l'ont transmis. Donc moi, je commençais à le transmettre à mes enfants. Il fallait que je fasse en sorte de me guérir. Et j'ai compris qu'en plus je me guérissais moi, plus je les guérissais eux. Donc c'est le transgénérationnel masse dans les deux sens. Aussi bien vers les ascendants que les descendants. Est-ce que tu penses que on voit beaucoup ce truc sur les réseaux de breaking generational curses, enfin du coup littéralement casser les malédictions familiales, transgénérationnelles. Est-ce que tu penses que ça s'arrête avec toi? Je pense que je suis le point de départ d'un changement vraiment grand. Et je pense qu'il y a des traces qui resteront, il y a un héritage qui est là, mais vraiment la chose que je mets vraiment en pratique et qui fait que ça va tout changer pour les générations futures, c'est la remise en question. Ça veut dire que ça m'arrive des fois d'être en colère, ça m'arrive des fois d'avoir des comportements. Je sais pas, la dernière fois, j'étais en colère contre ma fille et je lui dis, là, franchement, t'es chiante. Et après coup, je reviens vers elle et je lui dis, désolé d'avoir dit que t'étais chiante, c'est parce que j'étais énervé, je suis fatigué ma journée. Après, elle m'a dit oui, parce que quand tu m'as dit ça m'a brisé le cœur. Et en fait, là, j'ai compris une chose. Si je lui ai pas redemandé la chose, elle m'aurait pas dit que ça lui avait brisé le cœur. Donc du coup, elle aurait grandi avec ça, elle aurait mûri avec ça. Le fait que je lui donne la possibilité d'exprimer ce qu'elle ressent, ça la libère. Et c'est très important. Donc, ça m'a fait du bien de l'entendre me dire ça. Et je lui ai dit, dans tous les cas, n'attends pas que je vienne te voir, viens me dire et dis-moi que là, j'ai pas à faire ça. Mes enfants, moi, je les vois, je me comporte avec eux comme des adultes dans les discussions, pas dans la vie, je les parentalise pas du tout, mais dans la vie. Je veux avoir des discussions avec eux, on discute. Des fois, on a des discussions avec ma fille, elle a 6 ans, une de mes filles, elle est très mature et on discute et des fois, elle me parle, oui, là, je ressens ça, là, je vis ça. Et je trouve que c'est très important d'avoir ce dialogue-là. Et c'est ça, pour moi, le game changer entre mes parents, mes grands-parents et la génération qui vont suivre de mes enfants, mes petits-enfants, etc. De ouf. Mais c'est aux parents de créer cet espace-là, tu vois. Cet espace de... c'est assez une safe place pour que quand il y a des choses que je dis qui te blessent, que tu puisses venir me voir, tu vois. Et je pense que c'était ça, là où nous, on a beaucoup pris sur nous, on a vécu beaucoup de choses et on a tout intériorisé. Et comme tu as dit, peut-être qu'elle serait restée avec ce truc de « Ah, mon papa, il m'a dit ça quand j'avais 6 ans. » Et encore à 16 ans, à 26 ans, à 36 ans, elle se serait dit « Je me rappelle quand mon papa, il m'a dit ça. » Et ça, je pense que c'est quelque chose que... Je pense pas que nos parents, ils ont intellectualisé ça. Moi, parfois, mon papa, je lui dis « Mais tu te rappelles, t'avais dit ça ?» Il me dit « Ah ouais ?» Oui. Combien de phrases on a gardé en mémoire. C'est ça, tu vois. Et en fait, peut-être que s'il y avait eu l'espace de... Et encore une fois, papa, vraiment, je t'aime, je sais que t'as fait ton mieux. Peut-être que s'il y avait eu l'espace de dire « Et à ce moment-là, t'as dit ça, c'était pas cool ?» Ben, je m'en serais libérée, je m'en serais détachée. Mais le fait que ça tourne en boucle et que t'aies aucun endroit pour le déposer, en fait, c'est ça qui... Pourquoi il l'a pas dit, ton père? Pourquoi il te l'a pas dit à toi? C'est quoi? Est-ce que tu as déjà fait ce recul-là? Pourquoi ton père, il n'est pas venu te voir et te dire « Excuse-moi » ou « Je me remets en question ». Est-ce que tu as fait ce recul-là? Parce que pour moi, c'est mon interprétation, lui, c'est pas quelque chose qu'il faisait. Lui, quand on lui disait des choses à l'époque, avec ses parents à lui, on venait pas après lui, on venait pas parler de sentiments, de machin et tout, on continuait. Et tu sais, il y a beaucoup ce truc chez moi où la manière de s'excuser, c'est de mettre à manger sur la table. C'est ce que j'allais dire, exactement. On connaît, hein, Africain, Congo, on voilà. met le poundou sur la table, exactement. On mange bien, on est tranquille. Exactement, c'est exactement ça. Et parce que je pense que lui, ça s'est passé comme ça pour lui aussi. Et donc, c'était sa manière de dire, ok, je pense qu'il sentait, tu vois, que j'étais triste, que ça m'avait blessé et tout, et donc il était en mode, ok. Tu te rends compte la difficulté qu'il y a à faire quelque chose que non seulement on n'a jamais fait, en plus de ça, parce qu'en fait, je suis sûr que ton père, il l'a fait à un moment donné dans son enfance et on l'a recalé. Tu vois? Parce que moi, je prends l'exemple de vraiment, tu sais, dire pardon, dire je t'aime à mes enfants. J'ai dû faire tu sais, j'ai dû tu vois, j'ai dû, chercher à l'intérieur de moi parce que j'ai pas eu ça, moi. Et du coup, je les comprends parce que ils ont été bloqués à travers ça. Et il y a ce qu'on Skinner, il appelait le conditionnement opérant, qui fait que quand on a appris que ce comportement-là créait de la souffrance, on préfère l'éviter. Donc quand je suis allé voir mon père pour lui dire, papa, tu m'as fait mal, et qu'il t'a dit, oh, laisse-moi tranquille, c'est parce que tu méritais, parce que tu as fait des bêtises. Il a conditionné son esprit à se dire qu'il faut pas que j'aille. Quand je me tais, il me laisse tranquille. Du coup, je préfère me taire. Et quand je deviens un adulte, même si, au fond, il a envie de dire pardon, mais ce mécanisme-là est tellement ancré en lui que c'est bloqué. Et
Moi, je me suis fait violence grâce à eux qui n'ont pas su le faire. Ils m'ont laissé un champ des possibles. Cette rébellion, elle m'a été permise par eux, ce qu'ils ont pu encaisser et emmagasiner. Et dans cette France-là d'enfants insolents, ou la Belgique, pareil, on apprend cette insolence-là. Et elle n'est pas si négative que ça par moment. De ouf. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ce que je dis beaucoup à mes proches, c'est que j'ai pardonné mes parents au moment où j'ai compris qu'avant d'être mes parents, c'était des personnes à part entière. Depuis que je vois, quand je suis sortie vraiment de cette période de révolte de l'adolescence, de « non, mais vous êtes les pires parents du monde, je vous déteste », en fait, à partir du moment où je me suis dit « mais en fait, ma maman, c'était une jeune fille ». Genre, c'était avant d'être ma maman, parce que je la voyais vraiment en mode c'est ma maman, c'est mon papa. Et après, je me suis dit, mais en fait, ça a été une jeune fille. Elle est tombée amoureuse, elle a eu des peines de cœur, elle avait des parents, elle avait des frères et sœurs, elle avait. En fait, une fois que je l'ai vue dans sa globalité, et pareil pour mon papa, et que j'ai commencé à leur poser des questions. Ah, mais c'était comment avec tes frères et sœurs? Ah, et chez tes parents, c'était comment? Et à l'école, ça se passait comment? En fait, du coup, j'ai pu détacher c'est pas mon parent qui me fait du mal, c'est mon parent qui vient avec toute son histoire, toute la globalité, la complexité de son histoire qui vient, et qui, du coup, a des comportements comme moi j'ai des comportements. Est-ce qu'un adulte, c'est pas finalement un enfant qui a pris de l'expérience? Littéralement. Comme ça, on est clair, on a conclu parfaitement. Voilà. Bisous mes filles. Non, mais c'est vraiment ça, tu vois. Et de me dire, maintenant, quand il m'arrive des trucs avec mes parents, parce que ça nous arrive encore de nous disputer, ça me touche beaucoup moins, parce que j'ai plus vraiment cette vision 1 + 1 = 2, tu vois. Entité supérieure qui doit faire les choses bien. De ouf, oui. Et en fait, c'est ça. C'était la désillusion de l'adolescence. Mais t'es mon parent, t'es censé être le sachant, tu vois, le tout-puissant, et tu m'as déçu. Mais comment est-ce que toi, tu oses me décevoir? Et en fait, quand tu sors de ces désillusions, tu te dis, mais bien sûr qu'il va me décevoir, c'est un humain. Bah oui. Et l'adolescence, c'est le moment où, en fait, ton cerveau, il commence à vouloir s'approprier sa vie et se différencier des autres. Et c'est pour ça que je dis toujours, si t'as pas eu de crise d'adolescence, c'est que t'as été formaté, t'as été bloqué, et t'as pas cet espace de rébellion. On a besoin de la crise d'adolescence au moment où on décide de se réapproprier notre vie. Et c'est difficile pour les parents, mais elle est importante, cette période-là de rébellion. Si t'as une période d'adolescence où t'as été docile et calme, c'est que c'est pas toi la génération qui va casser. À part si la vie va te permettre, grâce à des expériences de vie qui vont faire que tu vas pouvoir le faire. Mais l'adolescence, elle est cruciale. Cette rébellion, elle est cruciale. C'est ça le moment où tu deviens quelqu'un. Ouais. Ouais, à part si tu le vis, tu fais une crise de la quarantaine après. Oui, voilà. Il y a d'autres crises qui peuvent permettre ça. Ouais, non, c'est vrai, c'est hyper important. Tu parlais, du coup, on parle de l'ego, là, et des blessures de l'ego. Et dans le livre, tu as cité plusieurs types de réactions. Genre l'anxiété, tu parles d'orgueil, de déni, de projection, de refoulement, etc. Est-ce que tu penses que, en fonction des blessures, genre spécifiquement, ça va se traduire par une réponse spécifique? J'ai créé là récemment un test de personnalité qui est en ligne sur mes comptes, il est gratuit. Et c'est un questionnaire qui te permet de connaître à la finalité, tes 2 blessures principales. Et de par ces 2 blessures principales, ça te crée un profil. Et de ce profil-là, naît tous tes comportements. Ok, incroyable. Et chaque blessure, elles ont des caractéristiques. Donc, quand tu prends la 2e blessure, ça te crée une personnalité. Nos personnalités ne sont que le fruit de 2 blessures prédominantes dans nos caractères. Donc, bien sûr que oui, c'est les blessures qui définissent la personnalité de chaque personne. Moi, avant, je me disais tout le temps, moi, je suis moi, j'ai du caractère, c'est ma personne. Mais en fait, je n'existe pas, je suis que le fruit de ce que j'ai vécu. Je pensais vraiment être une personne à part entière, alors qu'au final, je ne suis qu'une personne qui a vécu des choses. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens, je vais me reconnaître en eux, parce que finalement, ils n'ont que les mêmes blessures que moi. Bien sûr. Donc oui, c'est vraiment les blessures qui définissent. Et soit tu vas être attiré par eux, soit tu vas les rejeter parce que justement, c'est ça trop te renvoie à toi. Et ça te rappelle trop, C'est ça. Mais je vais aller faire ce test de personnalité, ça m'intéresse trop. Mais parce que c'est vrai que dans le livre, tu donnes aussi des exemples de, voilà, si ton parent a été comme ça, tu risques d'être comme ça. Et encore une fois, je pense pas que tout soit tout noir ou tout blanc. Mais c'est vrai que pour l'avoir observé dans ma propre vie, dans la vie des gens, et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans cet épisode, et même si ils ont l'occasion de lire le livre, en fait, comme tu dis, on pense qu'on est unique. Et tu as dit ça dans le livre, tu as dit, je paraphrase peut-être, mais aucune souffrance n'est unique, toutes les souffrances sont universelles. Quelque chose comme ça. En fait, quand tu l'as dit en plus aussi tantôt, on va avoir tendance à avoir ce biais de confirmation, à être entouré de « Ah ouais, moi, il m'est arrivé ça. » Donc, toutes les personnes avec qui je traîne, il leur arrive ça aussi. L'être humain est égoïste, il se voit comme le centre du monde, et c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver, de se voir comme le centre. Ça lui permet d'être focalisé que sur lui-même et son changement.
Et donc, on est comme ça. Ouais. Tu sais, tu vois, avant d'arriver, là, ici, on vient, on va se voir dans le miroir parce que on dit qu'on va être épié. On se voit comme le centre, on a l'impression que c'est nous. Et quand on sort, on a un petit bouton, on a l'impression que tout le monde va le voir, ce petit bouton dans la rue. Parce qu'on est égoïste. Et cet égoïsme-là, il est important. Même quand on fait des actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles sont toujours pour nous. Quand tu vois quelqu'un, je sais pas, un sans-abri, tu lui donnes une pièce. Je donne tout le temps cet exemple-là. Tu le donnes parce que tu veux te sentir bien à travers cette action-là. Bien sûr. Ça te permet de confirmer tes valeurs, tes principes, qui tu es. Ouais. Donc, on est dans ce chemin-là et l'égoïsme, c'est, entre guillemets, la meilleure chose pour le développement et la guérison. Parce que tu dois passer par ça pour ensuite te détacher de ta personne. Parce que tu dois d'abord avoir un attache sur toi. Donc, pour moi, c'est un bon point. Ouais. Mais je donne souvent aussi l'exemple de la culpabilité. Quand on se sent coupable par rapport à des choses, souvent, en fait, on ne se sent pas coupable par rapport à l'autre, on se sent coupable parce qu'on s'est fait cette idée qu'on était des bonnes personnes. Voilà. Et même moi, là, j'essaie de déconstruire cette notion de bonne personne parce qu'en fait, je me dis, qu'est-ce que c'est vraiment une bonne personne? Et comme tu dis, est-ce que... C'est le critère à nous. C'est ça, tu vois. Est-ce que le fait que, parce que parfois je donne à des associations et que machin, est-ce que c'est vraiment ça qui fait de moi une bonne personne? Ou est-ce que je me rassure en me disant, non mais regarde, t'as donné à UNICEF, c'est bon, t'es une bonne personne. Ouais, voilà, on a besoin, mais ça répond encore une fois à des choses qu'on veut guérir chez nous, qu'on veut valoriser chez nous. Mais j'ai envie de te dire, c'est ni mal ni bien. Ouais. C'est la vie. Oui, c'est comme ça. Et c'est bien qu'on se définisse avec des valeurs et des principes et qu'on s'y tienne. Bien sûr. C'est quoi aujourd'hui ta définition de l'harmonie? Waouh. Elle m'a mis une colle là. Yes. J'adore quand Ma définition de l'harmonie. Waouh. Moi, j'ai envie de dire, pour moi, la définition de l'harmonie, c'est devenir soi, être avec soi, être bien avec soi. Tu vois, c'est arriver à un stade où tu t'acceptes, tu t'aimes tel que tu es dans tes ombres comme ta lumière. Et c'est important de comprendre que c'est ça la vie. C'est un état. On a des états négatifs et des états positifs, mais c'est qu'un état. Et j'ai toujours l'idée que pour passer dans son état le plus élevé, le plus haut, sa vibration la plus haute, on doit passer par cette ombre. Donc si tu veux la renier, tu n'arriveras jamais à atteindre la vibration la plus haute. Tu as besoin de passer par cette étape-là. Et pour tous les croyants, peu importe la religion, on verra que chaque disciple de sa religion a dû passer par des étapes où il a été remis en question, il a affronté ses ombres pour arriver à un stade entre guillemets, de résurrection. Que ça soit imagé ou que ça soit réel. Il renaît à lui. Chaque être humain doit repasser à ça. Et moi, comme je le dis, vraiment, cette année, pour moi, elle était vraiment charnière dans ce cheminement-là. C'est que j'ai vraiment eu l'impression que l'ancienne version de moi est morte et que j'entre en 2026 avec une nouvelle version de moi. Et la symbolique de ça, c'est que j'ai 33 ans et que j'entre dans ma 34e année en janvier. Et ce côté-là, c'est comme si ça devait se passer comme ça. Et je me sens dans cette démarche-là. 40 jours, 33 ans, il y a pas mal de rêves. Il y a pas mal de rêves. Moi, je dis souvent que la confiance en soi, c'est la conscience de soi. Ça, c'est un truc que mes potes, sans vouloir faire la meuf, mais me disent souvent comment ça se fait que tu as autant confiance en toi et tout. C'est parce que tu parlais d'introspection et c'est vrai que c'est un enfer de passer son temps à s'auto-analyser. Je suis tout le temps là en train de me dire purée, j'ai dit ça, mais est-ce que quand j'ai dit ça, est-ce que je le pensais vraiment, ou est-ce que ça me vient de là, ou est-ce que machin et tout. Mais d'un côté, je préfère 100 fois ça parce que je me connais très très bien. Je sais identifier mes réactions, mes comportements. Je sais m'excuser du coup parce que je sais directement avoir ce recul de ah ouais, j'ai eu cette réaction-là et en fait, je suis désolée, je l'ai eu parce que blablabla, pas pour me chercher des excuses, mais je te dis d'où je viens et du coup, je suis pas dans un déni de moi-même en fait. Donc je pense que c'est une parfaite conclusion et une parfaite réponse de en fait l'harmonie, c'est le soi. Qui est-ce que je suis? Je trouve qu'il n'y a rien de pire en tant qu'humain que d'être dans un déni. Et ça peut sauver parfois, de temps en temps, ça fait du bien de se faire un petit déni de temps en temps pour mieux accepter, que la pilule passe mieux. Mais au final, c'est dur de se prendre les claques dans la figure, mais je préfère 100 fois ça que vivre dans une illusion. Mais le déni, on y est tous un petit peu quelque part, et c'est difficile d'en sortir parce que c'est le déni. Donc le déni, on ne sait pas quel est le déni. Le déni, on le vit simplement. Et c'est toujours l'histoire qu'on se raconte, ce qui nous met dans un déni. Sortir du déni, c'est comme tu dis, c'est très bien, c'est mieux pour évoluer. Mais qu'est-ce que c'est dur des fois. On se le dit quand même, sincèrement, c'est dur. Comme je te dis, des fois, quand tu as conscience que ce que tu fais, c'est pas correct, les actions que tu mets, ça vient réveiller une blessure, et que tu as cette conscience-là, des fois, t'es pas bien. Ouais. Et moi, j'aime être dans cette forme d'introspection
Mais des fois, je me dis, j'aimerais tellement avoir juste une journée où je ne sais rien et je connais rien, j'analyse pas, je vis ma vie comme je vois beaucoup de gens qui sont dans un déni total et voilà, ils vivent leur vie comme ça. C'est pas bien, mais juste une juste journée. 24 heures. Allez. Parce que mes potes me disent, arrête de te prendre la tête. Et je leur dis, je ne peux plus entendre cette phrase. C'est pas un bouton on-off de, ok, aujourd'hui j'arrête de réfléchir, juste je suis tranquille. Mais c'est vrai que je me dis souvent, ces gens-là quand même, ils doivent être, tu vois, pas de poids sur les épaules et tout, ils se baladent comme ça. Vivent leur vie. Dans l'illusion. Mais j'ai envie de te dire que ça la rattrapera un jour ou l'autre. Ça, c'est sûr. Nous, tu vois, on est dans ça nous rattrape tôt. Tu vois, dès l'adolescence, on commence à se remettre en question. Des fois, ça peut arriver à la cinquantaine, la quarantaine, et là, tu as la claque. Et la claque, elle est encore plus dure parce que tu as 40 ans, 50 ans de vie. Quand tu as 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu peux rattraper les choses. Quand tu as 50 ans, 60 ans, tu peux les rattraper. Mais du coup, tu as un bagage, tu vois. C'est un marathon où tu commences avec un poids qui est très lourd. De ouf. Franchement, je rends grâce à Dieu en vrai que ça m'arrive maintenant et même pour mes futurs enfants, j'espère qu'ils me remercieront quand même de faire le taf dès maintenant. Je termine toujours mes épisodes avec des guests par un moment conseil. Je pense qu'en soit tout cet épisode a été un moment conseil. Mais si quelqu'un nous écoute et justement est dans ces schémas-là relationnels compliqués et en pleine période de remise en question, ce serait quoi le mot de la fin pour toi, à part aller lire mon livre? Est-ce que tu as un autre mot de la fin et de... Voilà, cette personne est bloquée dans ses relations, dans ses schémas affectifs. Est-ce que tu as un conseil spécifique à donner? Allez lire mon livre. Déjà, on va se faire un moment promo, attends. Voilà, et j'ai envie de leur dire, apprenez à comprendre que la vie, c'est qu'un message. On est comme dans un jeu vidéo où chaque action est là pour nous montrer la suite, comment passer au niveau supérieur. Si on veut prendre les choses personnellement, comme l'égoïsme humain le suggère, on se bloque, on se ferme, on souffre. La meilleure chose à faire, c'est de se dire que chaque chose est un message et quel message m'est apporté, qu'il soit positif ou négatif. Et quand on arrive à avancer dans cette dynamique-là, on ne peut que être en paix, être en harmonie. Et ça, c'est beau. Le parfait mot de la fin. Et justement, en parlant d'harmonie, où est-ce qu'on peut retrouver ton livre et où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, Harmonie, on peut le trouver partout, sur toutes les bibliothèques, la FNAC, compagnie, etc. Mais ce que je recommande aux gens, c'est venir le prendre sur mon site à moi, actlesautres-c'est-toi.com. Ça me permet d'avoir beaucoup plus de droits d'auteur, parce que le lien, il est avec moi, c'est pas avec des collaborations. Et on peut me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, ACT, les autres, c'est toi, tout, vous connaissez tout, les réseaux, etc. On va me retrouver là-dessus. Donc là, je suis vraiment parti pour être partout. Je vais sortir des vidéos partout, je vais faire beaucoup de médias. Donc vous me voyez ici, mais vous me verrez sûrement ailleurs. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être invité là. Et je dis toujours oui à des gens qui ont des podcasts qui sont inspirants. Et là, j'ai trouvé vraiment que ton podcast, il avait beaucoup de valeur ajoutée. Et il traitait vraiment les sujets qui me concernent, moi, en tant que père, beau-père. Donc, je connais beaucoup de tout ça. Donc, ça me faisait vraiment plaisir. Et encore une fois, quand c'est pour dire oui à un Africain, c'est encore plus. C'est 2 fois 8. Congolais, 3 fois oui. Voilà. Donc, me voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter? Non, merci à tous. Et c'est un plaisir de venir ici et aller voir ce que je fais et aller acheter mon livre. Ça va vraiment vous apporter beaucoup. C'est tout ce que je peux dire. Oui, vraiment, donner de la force, parce qu'en plus, on en entend de plus en plus parler, c'est une galère pour les auteurs, au niveau des maisons d'édition, de machin et tout. Donc vraiment, si vous pouvez vous le procurer sur son site, c'est encore mieux. Et ça fait toujours du bien de soutenir ce genre de projet. Donc, si vous voulez vous rassurer en vous disant que vous êtes une bonne personne, vous avez la BA du jour. Et merci à toi pour ton temps. Merci d'être venu de France, quand même, il faut le dire. J'essaierai de mettre des liens d'autres podcasts sur lesquels tu as été, parce que c'est vrai que là, tu es un peu en tournée. Ça fait toujours plaisir d'aller voir le travail des autres, même si je trouve que Bavardage Incessant, c'est le podcast numéro 1 de francophonie. Mais ça ne reste que mon humble avis. Merci à toi d'être venu. C'était un échange hyper riche et je te l'ai dit là en off et je le redis. C'est vrai que ce livre, il tombe vraiment à pic dans la période de vie dans laquelle je suis et dans tout ce que j'apprends, que ce soit au niveau de mes études, de mon mémoire et tout, et dans ma vie personnelle. Donc c'est trop cool. Ça a été vraiment un vrai kiff de le lire, et en plus, c'était mon objectif 2025 de beaucoup plus lire. Donc là, c'est vrai que les 300 pages, ça m'a remis dedans, mais on dort mieux en lisant qu'en scrollant. C'est clair.
C'est mieux. Donc vraiment, je vous le reconseille encore une fois. Je dis pas ça parce qu'il est à côté de moi, franchement. Je pense que si vous écoutez le podcast, vous savez que je ne suis pas une hypocrite. Mes vies, je vous dis pas à vendredi prochain parce que malheureusement, même si Bavardage incessant de base, c'est tous les vendredis, là, c'était le dernier épisode de la saison 1. Quel honneur. On clôture Family Stories en beauté. Je voulais vraiment finir avec un épisode qui avait du sens par rapport à tout ce dont on a parlé par rapport aux dynamiques familiales. Et là, je trouve que ça s'est super bien mis. Encore une fois, c'est timing divin, comme j'aime dire. Donc, je vous retrouve très très bientôt avec plein de surprises pour la saison 2. Si en attendant vous vous ennuyez, si c'est les fêtes et que on sait que les fêtes c'est une période compliquée, n'hésitez pas vraiment à aller cliquer sur un autre épisode. On parle de plein de sujets différents sur Bavardage incessant, c'est ça qui est cool. Donc, s'il y a un titre qui vous inspire, n'hésitez pas à cliquer, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, @bavardage incessant. Mettez 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train d'écouter, c'est hyper important, ça m'aide beaucoup pour le référencement et mettez des likes sur cette vidéo YouTube, peu importe que vous écoutez ou que vous regardiez. Et je pense que c'est tout. Et en clôturant, je vais vous dire comme d'habitude, prenez soin de vous mes vies. Bisous!